Bonjour à tous les astrologues et astroamateurs. On va, comme d'habitude, pour la pleine lune, comme d'habitude, je ne sais pas si ces entrevues pourront durer, parce que j'ai besoin d'aide étant handicapé pour le faire, et je suis pas sûr de pouvoir l'avoir encore. Donc, peut-être c'est le dernier, peut-être, enfin, on va avancer à chaque fois, comme, au fur et à mesure, on verra bien. Donc, pour les pleines lunes, j'ai dit que je vous ferai pas d'interprétation du thème, il y a juste à remarquer au passage que c'est une conjonction Lune-Mars, Mars rétrograde en Cancer, cette pleine lune, qui a lieu à 23h27 le 13 janvier, donc je vous fais ça juste après, et que le Soleil est presque en conjonction, s'approche de la conjonction à Pluton qui aura lieu le 21 janvier 2025. Ce 21 janvier étant connu comme date à l'avance de l'investiture de Donald Trump aux États-Unis, marquant une entrée fracassante dans une nouvelle ère, puisque ce Pluton en Verseau aura rendez-vous avec le Soleil, donc le jour même de cette investiture, ce qui indique vraiment euh, comme une marque du ciel qui nous dit attention, là, il y a vraiment danger d'un nouveau style de gouvernement et de gouvernance, on va dire le mot gouvernance plutôt, qui a de l'avenir, mais c'est pas forcément de l'avenir très très souhaitable, mais c'est comme ça. Alors du coup j'ai choisi d'en parler, ce Pluton en Verseau, puisque je vais pas avoir le temps en fait de faire les interprétations 2025, je les ferai peut-être au fur et à mesure, mais on peut dire que cette rentrée de Pluton en Verseau, c'est la grande marque de 2025, même s'il y a d'autres marques intéressantes dont on pourra parler, c'est-à-dire déjà le changement de plusieurs planètes Neptune passera en bélier, Saturne passera en bélier, Uranus rentrera en Gémeaux, donc on va passer d'une période un peu trading à une période beaucoup plus yang, beaucoup plus active, beaucoup plus peut-être guerrière ou conflictuelle aussi. Et en même temps, il y aura le grand sextile Uranus-Gémeaux avec Neptune en bélier, qui annonce vraiment un monde nouveau là, qui peut être en train de naître, mais en passant par une phase difficile au niveau idéologique, on va dire, puisque j'ai déjà décrit suffisamment les montées du fascisme, une espèce d'internationale fasciste néolibérale ou libertarienne qui est en train de grimper partout. Un mélange de mafieux et de boursicoteurs, quoi, de traders et de mafieux, qui sont en train de faire la même mise sur le monde avec l'aide des fameux GAFAM que moi j'appelle les magafiches, comme je l'ai expliqué la dernière fois. Voilà. Microsoft, Apple, Google, Amazon, Facebook, je me rappelle plus. Instagram, c'est ça, Samsung et Huawei, qui sont les grosses boîtes qui en fait s'enrichissent énormément de manière énorme avec le numérique. Donc on va parler un petit peu de ce Pluton en Verseau, parce que il y a beaucoup de choses qui sont dites dessus. Et avec l'astrologie l'astrologie universelle de la mutation, celle que je pratique, on peut avoir une vision un peu différente. Ne serait-ce qu'en commençant en disant tout simplement que ce qui n'est jamais dit dans les autres écoles d'astrologie, que Pluton est en chute en Verseau, puisqu'il est en exaltation en Lion. Ça c'est jamais dit nulle part. On a souvent des placements. En fait, il y a souvent une compréhension qui est pas facile je veux dire, des exaltations non plus et des chutes. Bon, à part qu'on peut dire que la chute et l'exaltation sont toujours dans le même axe, ça c'est comme de même que le domicile et l'exil sont dans le même axe, l'un en face de l'autre, mais souvent les nouvelles planètes depuis Uranus, quoi. Dans la tradition, il y avait des choses qui ont été établies sur ça, mais depuis 1780, donc la découverte d'Uranus, les nouvelles planètes ont dû se faire leur place dans le zodiaque, quoi, et on a dû créer leurs caractéristiques au fur et à mesure qu'on les découvrait, qu'on les étudiait. Et là, en particulier, Pluton, qui est apparu seulement au début du XXe siècle, pose des questions parce qu'il est souvent difficile à comprendre, parce que plus on avance dans des planètes de plus en plus lointaines, plus en fait, pour que ne ce soit pas simplement des remue-ménages dans l'inconscient, pour qu'ils aient vraiment une action positive sur chacun, il est nécessaire que de monter une sorte d'escalier vibratoire, c'est-à-dire de passer par l'éveil, l'éveil à une conscience individuée. Je dis pas individuelle, hein, je dis individuée, c'est pas pareil.
donc une conscience de l'âme, quoi. Une conscience de l'être tel qu'il est en profondeur, une conscience de l'être libre, dénué des conditionnements, donc une espèce de sortie des conditionnements qui se fait soit par la révolte, soit par des initiations quelquefois aussi, soit par la rencontre de groupes qui nous amènent à un niveau de conscience supérieur, de groupes d'associations, de pratiques de yoga ou de thérapie qui peuvent nous amener à un niveau de conscience supérieur et qui font qu'à un moment donné on se débarrasse du fardeau de toutes les croyances qu'on nous avait fait accumuler par les médias, même par l'Internet également, hein, qui croient encore que l'Internet est différent des médias, c'est un média comme un autre. Le fait qu'on puisse y circuler comme on veut ne prouve pas que ça soit plus libre. La liberté n'étant pas de faire ce qu'on veut, mais d'agir de manière consciente, ce qui n'a rien à voir. Donc ces gens qui disent je vais ce que liberté du supermarché ou liberté d'Internet où on surfe où on veut et on clique sur ce qu'on veut, c'est une fausse liberté évidemment. C'est la liberté de, une espèce de liberté de choix qu'on a dans le supermarché, quoi. Sauf qu'on oublie qu'on a le choix de pas rentrer dans le supermarché, ce qui est comme là la vraie liberté. Bon voilà, donc on pourrait appeler Pluton Capricorne qui rentre fin 2024 là déjà en Verseau. On pourrait l'appeler Big Tech, c'est-à-dire le fait que la tech, le numérique, donc les fameux GAFAM ou les magafiches, comme je les appelle, sont en train de mener une infowar, selon comme disait Paul Virilio, et cette guerre de l'info, ils l'ont gagnée largement puisque c'est les multimilliardaires et les opérateurs de ces technologies sont les mêmes. Et on voit qu'ils en viennent à remplacer petit à petit ce qui était le big state, quoi. C'est-à-dire en gros les, les, la série USA, Union européenne, Russie, Chine, quoi. Et puis on peut rajouter Israël, Iran, comme j'ai montré dans les 4 cavaliers, voilà. Tout ça, c'est des gros États qui sont en train de perdre petit à petit leur pouvoir d'action de gouvernement face à ces big tech qui en fait à la fois les renforcent et en même temps leur piquent leurs prérogatives, les empêchent de continuer à gouverner le monde en fait. Alors ça veut dire que cette montée des magafiches n'est pas du tout anodine. Il y a des enjeux de pouvoir énormes dans tout ce qu'on appelle les big data, et ces enjeux de pouvoir sont extrêmement dangereux parce que ils ne se placent pas sous les auspices de processus démocratiques, tout simplement. Les processus sont très importants. Les États du monde passent par tous les États, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que tantôt il y a des hauts, des bas, des dépressions, et puis des montées, des moments de vache maigre, des moments de vache grasse, comme disait dans la Bible. En parlant du cycle d'Uranus, 7 ans de vache maigre fait 7 ans de vache grasse, correspondent un petit peu à Uranus quand il est dans les signes masculins, les vaches grasses et les vaches maigres quand il est dans les signes féminins. Bref, c'est quelque chose qu'on peut noter, mais enfin c'est pas non plus une loi de la bourse très 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 précise. C'est intéressant, puisque Uranus est une planète triangle et donc il s'accommode mieux avec les signes dits masculins. Et on peut voir que ces enjeux de pouvoir sont très forts parce que tout ça a commencé avec les premières propagandes par écran, hein, qui ont été d'abord mis. Alors c'était Barnes, vous savez, le soi-disant gendre de Freud. Là. Enfin, il avait une relation. Enfin, il connaissait pas Freud plus que ça, mais il faut voir le film Propaganda qu'on peut trouver sur YouTube et qui va vous parler de comment les propagandes ont été inventées non pas par les nazis, mais par cet Américain. Et ce sont les faucons nazis, on pourrait les appeler, et après il y a eu les faucons américains, mais c'est le même genre de mentalité, les complexes militaro-industriels, quoi, des nazis qui étaient le premier complexe militaro-industriel efficace, quoi, et c'est eux qui ont créé les premières propagandes par écran. Goebbels se pensait très intelligent en disant celui qui sait tout n'a peur de rien, et donc il avait peur de rien puisqu'il croyait tout savoir, et donc il a été un peu, avec Hitler, tout ça, les inventeurs géniaux de la télé et des réseaux de communication, puisque avant il y avait quelques postes de radio qui traînaient à droite à gauche, mais on n'avait pas compris le pouvoir énorme qu'on pouvait tirer de ça.
Mais depuis cette époque-là, ce système de propagande et de manipulation des gens a vraiment, vraiment augmenté, quoi. Plus ces technologies ont augmenté, plus il y a une accélération des innovations. On est devenus tous de plus en plus interconnectés. C'est complètement envahissant, hein. Je sais d'autant mieux qu'étant électro-hypersensible, il est très difficile de trouver un seul endroit dans le monde où on puisse vivre en paix quand on a cette allergie aux ondes. D'ailleurs, je lance toujours un appel parmi vous qui écoutez, s'il y en a certains qui connaissent des endroits qui sont encore des zones blanches où on puisse cultiver aussi un petit peu la terre, plutôt du côté de l'ouest, mais voilà, ça peut être des zones très faibles, hein, seulement d'un hectare, mais du moment qu'ils soient dans une vallée ou quelque chose qui permet d'être à l'abri des ondes. N'oubliez pas de nous le signaler parce que c'est quelque chose de très précieux pour nous et c'est le seul endroit où on peut ne pas mourir petit à petit feu, grillé, le cerveau grillé par les ondes quand on a cette allergie. C'est comme, on sait très bien que un allergique à la noisette, s'il bouffe des noisettes, ben, il peut se retrouver avec un œdème de quinque, ou je sais pas si on dit quink ou quinque, enfin, moi, hospitalisé en tout cas très rapidement, alors que les noisettes, tout le monde sait, c'est gentil, hein, c'est pas méchant. Mais voilà, l'allergie fonctionne comme ça. C'est quelqu'un allergique peut être complètement tué par s'il est maintenu en présence de l'allergène. Et c'est ce qui se passe avec les EHS. On les maintient de force de présence avec l'allergène, puisqu'on estime qu'ils n'ont pas le droit d'exister en dehors des radiations, des ondes. Et donc on les extermine petit à petit de manière totalement illégale, puisque c'est contraire à la Constitution et c'est contraire aux droits de l'homme. Mais personne n'y voit aucun problème. C'est bizarre. Ouais, cette montée de cette technologie envahissante, cette espèce de Big Brother mondial qui envahit tout de ce numérique universel, c'est en train de mettre en péril ce qu'on pourra appeler les gouvernances, quoi, des nations, donc les systèmes d'élection, tout ça, qui on le sait, se sont eux-mêmes auto-sabotés par de une espèce de cooptation des grands bourgeois entre eux pour être les seuls candidats. Autrefois, il y a le système censitaire, seuls certains bourgeois avaient le droit de voter, mais on est arrivé à un système très semblable, alors que normalement, n'importe qui peut se présenter en tant que député. La plupart du temps, ce sont des très grands bourgeois ou des gens riches qui finalement ne défendent dans les parlements que leurs propres intérêts, ce qui explique la disjonction totale entre par exemple 80% des Français qui sont dans la rue pour demander de maintenir l'âge de la retraite à 60 ans et la grande majorité des gens pour qui ils ont voté, donc qui sont leurs candidats, qui eux, sûrement de manière plus consciente, disent-ils, prétendent qu'en fait, ça serait la catastrophe totale et ça baisserait les bénéfices incroyables des plus riches, ce qui serait la chute totale de notre système, n'est-ce pas? Donc, on a la souveraineté des nations qui est mise qui est presque morte depuis cette espèce de Big Brother envahissant. Il faut voir qu'il y a eu des phases différentes dans ce qu'on appelle les nations. Alors, évidemment, cette souveraineté des nations est réclamée à corps et à cri par des mouvements d'extrême droite qui vont, eux, se revendiquer comme étant les seuls défenseurs de la nation, alors que c'est pas du tout vrai. Ils ont une vision de la nation qui est complètement éculée, retardataire. Comme tous les réactionnaires, ils vont en arrière au lieu d'aller en avant. Ils reculent au lieu d'avancer. Ils essayent de s'abriter derrière des mensonges ou de l'imaginaire négatif pour se donner le droit de pas trouver des vraies solutions aux problèmes actuels. Alors évidemment, ils ont beau jeu face à des progressistes comme la Macronie, ils ont beau jeu de dire qu'on est contre ce progrès-là. Bah oui, moi aussi je suis contre ce progrès-là, mais c'est pas une raison pour revenir en arrière. Bon, si vous avez les dates un petit peu de l'Europe, elle est née en fait en 1648 avec le pacte de Westphalie. Il y a eu deux ou trois pactes en 1148 et qui indiquent que voilà, on est né dans une phase un peu Verseau en fait. Il y a des micro-ères qui existent. On sait qu'on est dans l'ère du Verseau maintenant, mais il y a des micro-ères qu'on peut calculer. Et en gros, il y a une micro-ère Verseau qui commence vers 1610, à peu près l'invention de la lunette, Galilée, tout ça, qui est une ère Verseau qui a fait monter la science à fond. Et c'est pendant cette ère Verseau que l'Europe est née
et sont nées aussi les notions de nation. Bien qu'on peut remonter encore 180 ans en arrière, à peu près, et 180 ans, c'est ça, et se dire que c'était vers 1430-1429, c'est Jeanne d'Arc, vous vous rappelez, que là est peut-être née la nation française sous forme de rassemblement d'un peuple autour d'un roi, qui, bon, c'était né bien avant, mais c'est un moment où en fait la représentante de ça n'est plus le roi lui-même, mais quelqu'un qui se revendique du peuple français, ce que les gens du Front National ont aussitôt sauté là-dessus pour en faire leur idole de Jeanne d'Arc, alors que bon, elle était plutôt à l'époque une rebelle plutôt qu'une réactionnaire comme eux. Bref, c'est souvent les choses s'inversent, hein. Dès qu'on se reporte en arrière dans l'histoire pour dire moi je suis comme tel ou tel personnage historique, tel mouvement historique, souvent c'est un moyen qu'ont les réactionnaires de se justifier, alors qu'en fait le retour en arrière n'est absolument pas possible. On ne peut trouver que des solutions qui répondent aux problèmes de notre temps et donc qui nous projettent vers un avenir valable. Donc, et c'est en 1789, 88 c'est la constitution des USA, 89 c'est le jeu de paume et la constitution de la convention, tout ça un peu plus tard. Donc la naissance de la France et des USA a lieu à peu près en même temps, et voilà. Et donc on avance à ce moment-là dans une idée de nation réellement démocratique, pas simplement l'idée de nations qui se font la paix entre elles, mais disons que l'arrangement n'est plus entre des rois, des souverains qui disent on va s'arranger pour se faire moins la guerre en Europe, ce qui n'a pas tellement marché d'ailleurs. Mais là, il est dit que des peuples peuvent se rebeller contre les rois, hein, que ce soit les 13 États américains qui se révoltent contre le roi George, ou Robespierre et Danton et tout le peuple parisien qui prennent la Bastille, qui se révolte contre le roi Louis XVI. Ça avait eu lieu déjà chez les Anglais aussi, hein, qui avaient pas hésité non plus à couper la tête à leur roi. On oublie un peu trop souvent que ils ont tendance à commencer les bonnes idées avant nous. Le parlementarisme, c'est quand même eux qui l'ont inventé. Voilà, donc on a une idée de parlement avec quand même, à ce moment-là, c'est une micro-ère poisson, donc comme si c'était une nouvelle religion qui apparaissait, une religion dite des Lumières, qui est issue des Lumières et qui dit bon ben on va plus être à la remorque de grandes structures archaïques qui sont fondées autour du roi et la religion, un roi, une religion. On va commencer à faire une religion du peuple qui est basée sur une forme d'humanisme. Et évidemment, ce sont du coup deux grandes démocraties qui sont apparues à l'image de la Grèce antique et tout ça. Donc une mythologie puisant dans la Grèce antique plutôt que dans le système pharaonique des rois absolus qu'avait inventé Louis XIV ou Philippe le Bel si on remonte encore plus en arrière. Et si on compte l'ère du verso 1967, ben c'est le World Wide Web. Voilà, donc le www, quoi, le point, etc. L'internet, quoi, est né à ce moment-là. Et là, on est dans une micro-ère bélier parce qu'on rentre dans l'ère du verso. Donc il y a bien un rapport avec l'expansion scientifique qui a commencé en 1610, et qui a créé les Lumières, si vous voulez, et la science. Mais là, c'est carrément une utilisation carrément matérielle et même agressive de la science qui commence. L'astrologie nous indique déjà que bon, il y a un problème, quoi. Il y a comme qui dirait une nouvelle guerre qui est en train d'apparaître, qui est une guerre de la science peut-être contre les peuples. Alors déjà, qu'est-ce qui fait avancer tous ces systèmes de technologie, c'est souvent le complexe militaro-industriel. Hein, faut pas oublier ça. En tout cas, il y a peut-être mort des nations souveraines, voilà, mais il y a bien un système politique mondialisé autour du néolibéralisme, quoi, qui s'oppose en ce moment à la prise de conscience écologique. Hein. On pourrait dire qu'il y a Saturne en Poisson, les vieilles structures anciennes qui sont basées dans la croyance que hors de la circulation de la monnaie et de la croissance point de salut. Donc ces vieilles croyances
qui ont été installés par des gens comme Milton Friedman, tout ça. Milton Friedman, c'est vraiment le gourou de ces gens-là, quoi, l'espèce de faux maître, et un gourou au sens négatif du terme, hein, parce que c'est un sens très noble quand c'est un enseignant, un lama ou un grand enseignant spirituel, un sage indien, ou ça, c'est un terme très noble qui est sali par tous les imbéciles, quoi, mais qui se croient laïcs alors qu'ils sont que laïcards, ce qui est quand même la décadence de la vraie laïcité. Mais bref, donc c'est Milton Friedman et Hayek juste avant lui sont un peu les faux maîtres d'une nouvelle religion qui est la religion du fric, du tout fric. Et ce sont des véritables vandales, quoi, leur système politique mondialisé est un vandalisme systématique de toutes les richesses, une absorption de toutes les richesses et une destruction par extractivisme forcené de toutes les forces de la nature. Donc ça s'oppose bien à l'écologie en ce moment très clairement, qui est Apollon en Vierge, qui est exactement en face de Saturne en Poisson, j'en ai parlé. Et donc il y a bien un grand remplacement, comme le disent certains, mais c'est pas le remplacement par des gens qui seraient des êtres humains. Non, non, c'est un remplacement par des machines, par des robots. C'est ça le vrai danger, le fait que des gens viennent faire les boulots que certains Français veulent pas faire, c'est pas vraiment un problème. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de valeur. Parce que si on fait rentrer ces gens-là dans un pays qui prétend avoir des valeurs démocratiques et puis qui se comporte exactement à l'inverse de ces valeurs, ces gens-là vont pas pouvoir s'y adapter en respectant ces nouvelles valeurs. Ils vont essayer de recréer leurs propres valeurs anciennes qui sont beaucoup plus valables. Par exemple, dans l'islam, il y a des valeurs de respect, de charité, comme ça, que le pauvre type soudanais ou je sais pas quoi ou syrien qui vient en France, il va forcément se référer à ça parce que l'absence totale de valeur, c'est du nihilisme, c'est de la destruction de l'humain, donc il va pas être d'accord avec ça, donc il va être obligé de se référer à un islam très souvent très traditionnel, très très ancien, quoi, qui vient du pays où ils étaient et sans pouvoir voir ni même apercevoir les fameuses valeurs qui font la beauté de rayonnement de la France dans le monde, qui sont liberté, égalité, fraternité, ils n'en voient pas la couleur, quoi. Donc il y a voilà le remplacement, c'est ça, c'est le remplacement de valeurs qui étaient autrefois, qui pouvaient être des valeurs de cœur, des valeurs qui créent le lien social par la valeur du tout fric et la compétition de tous contre tous, la guerre de tous contre tous même. Donc il y a une espèce de cyberfascisme, quoi, qui est représenté, on l'a dit déjà, par le sextile Uranus en Taureau avec Neptune en Poisson. Cyberfascisme qui monte partout, c'est-à-dire l'espèce comment on pourrait dire ça, de ressentiment, de colère intérieure qui est répandue dans tous les êtres humains, incite à réclamer des tyrans, des tyrannies nouvelles qui vont chasser celui qui est pas assez blanc, celui qui est pas assez français, tout ça. Et donc on a un grand remplacement de la nécessité d'avoir une jeunesse écologique partout, écologiste partout qui crée un nouveau monde qui peuvent être un peu vivable malgré les changements climatiques qu'on peut plus arrêter maintenant. Hein, et au lieu de ça, on a un grand remplacement de ces jeunes écologistes par des jeunes qu'il faut appeler des jeunes cons, quoi. Il y a toujours des vieux cons et des jeunes cons, hein, c'est pas nouveau, comme disait Brassens. Quand on est con, on est con. Voilà. Mais donc les jeunes cons sont très très nombreux maintenant. Et, et, et donc ils sont capables de mettre en danger l'évidence même de l'intérêt de la jeunesse actuelle. L'intérêt de la jeunesse actuelle, c'est quand même de survivre au monde pourri qu'ont fabriqué ces réseaux de fric. Et bon, et certains ne le voient pas, ne le comprennent pas. Ils croient que le problème c'est l'arabe du coin. Bref. Il y a un livre d'Asma Mala qui s'appelle Comment la technologie fait de nous des soldats. C'est intéressant, c'est une nana qui a étudié un petit peu ce système-là. Mais bon, il y a la stratégie du choc de Naomi Klein, là, donc, que j'ai déjà cité, qui est un livre très intéressant, qui montre bien que le cyberespace, le cyberfascisme qui suit le cyberespace, c'est une suite logique de ce que Naomi Klein a appelé la stratégie du choc, c'est-à-dire une stratégie inventée en fait par Milton Friedman et ses sbires.
l'école de Chicago qui est à l'origine du renversement grâce à la CIA du régime socialiste d'Allende au Chili en 73, 11 septembre, le fameux 11 septembre qui est devenu célèbre parce qu'en 2001 il y a eu une réplique dans le sens inverse. Bref, donc il y a les armées de terre, les armées de mer, les armées de l'air, les armées de l'espace maintenant, puisque les satellites se battent dans l'espace, et puis il y a l'armée du cyberespace, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, la surveillance générale à la chinoise par des caméras partout. Et ça, c'est le vrai danger. C'est ça que Pluton Verseau, c'est cette espèce de d'armée de robots et de techniques de surveillance où la force armée n'est plus dirigée contre un ennemi extérieur, mais contre l'ennemi intérieur, celui qui voudrait se révolter et changer de système. Et donc ça va fonctionner sur un plan de renforcer le pouvoir de la police face à des éléments incontrôlables parce qu'en colère. Et ces gens sont en colère. Pourquoi? Parce qu'en même temps, il y a une espèce de pseudo-liberté de donner des fake news partout sur liberté qui est augmentée par Elon Musk et son réseau X et tout ça. Et maintenant, il y a comme Mark Zuckerberg qui retourne sa veste parce que Trump vient d'arriver là, puis qui dit oui, moi aussi je vais tout libérer. En fait, il y a plein des vidéos complètement dingues quoi, avec qui sont des faux, avec des millions de vues quoi, comme celle qu'a raconté qu'il y avait une tentative de meurtre de Macron à Kiev, que c'est fait par les Ukrainiens qui prévoyaient d'en accuser les Russes. Voilà, le système de poutinien est spécialiste en envoyer des deepfakes comme ça, des vidéos truquées, et qui les fait circuler dans ce qu'on appelle la fachosphère que ce système putinien a créé. Il s'est créé parce qu'il y avait des fachos en France, évidemment, mais il s'est créé parce qu'il a été abondamment financé, de même que le Rassemblement national a été abondamment financé, on le sait maintenant, par Sarko, c'était financé par la Libye, et le Front National par la Russie. Bon, voilà, tout ça, voilà où on en est, quoi. Donc, la fachosphère, plus ChatGPT, plus l'IA, l'idiocratie artificielle, j'appelle ça, plus le FSB de Poutine, avec le réseau Telegram, par exemple. Telegram, qui est un réseau qui essaye de publier, en fait, les vidéos qui sont interdites ailleurs. Mais en fait, c'est pas forcément très rebelle de faire ça, parce qu'il y a des rebelles évidemment qui sont en train de donner des informations vraies là-dedans. Certains médecins qui donnent des informations sur certaines erreurs médicales qui ont eu lieu pendant toute la période de Covid et tout ça. Et c'était nécessaire qu'il y ait cette contre-information, bien sûr. Mais enfin, il y a plein de réacs qui sont là-dedans et qui sont tout simplement des néo-fascistes. Et il y a une confusion qui est de plus en plus forte entre réac et rebelle, comme si c'était la même chose, alors que c'est exactement l'inverse. Je rappelle que le rebelle lutte pour une justice et se révolte contre des États en place, comme le réac aussi, bien sûr, mais à la différence, c'est qu'il met un idéal au-dessus de ça qui va dans le sens du plus humain. Alors que le réac réagit au nom, donc c'est au nom de l'amour, on va dire. Alors que le réac réagit plus au nom de la haine, du ressentiment, et il a envie non pas d'amener plus d'humanité, mais d'amener au contraire du lynchage des boucs émissaires, quoi, de ceux qui seraient les méchants, là, et qui vont toujours être désignés dans ceux qui justement pourraient faire évoluer les choses, quoi. C'est-à-dire là on est dans l'industrie du faux, quoi. Donc et maintenant les IA génératives, donc ce qu'ils appellent les IA génératives, c'est-à-dire des systèmes où on peut fabriquer des images, elles peuvent fabriquer des faits. J'en ai vu quelques-uns sur internet, je me suis fait avoir, regarde des trucs, j'ai dit c'est quoi ça? Et non, c'est des trucs qui n'existent pas, quoi. C'est-à-dire que bon, il y en a sûrement qui s'en rendent pas compte, hein. C'est-à-dire que c'est des faux performatifs très très performants. Il y a une industrialisation du faux, n'importe quel petit bidouilleur peut fabriquer qu'on appelle les deepfakes là, qui vont être plus vrais que vrais. Et donc, qu'est-ce que ça va donner? Et c'est déjà en train de donner, c'est qu'il y a un relativisme total de la vérité. Il y en a qui vont dire, ah oui, c'est vrai, je l'ai vu sur Internet. Ah mais non, c'est faux, c'était un faux. Ah oui, mais tu dis ça parce que tu fais partie ouais, t'es manipulé par l'OTAN ou par, voilà, donc, puisque tu dis ça, non, c'est toi qui es manipulé par Poutine. Et puis voilà, on va commencer à être dans une espèce de, et alors, il y en a qui vont dire, oh là là, faut arrêter ça, c'est dangereux. Et donc, ils vont faire du fact-checking, mais partial. C'est-à-dire ils vont croire que la bonne opinion c'est la leur et donc ils vont vérifier alors normalement on doit pouvoir vérifier des faits de manière
impartial, mais c'est pas ce qui se passe du tout en ce moment. Et donc ce sont des gens qui s'autoproclament vérificateurs et qui vont se battre contre l'axe du mal, quoi, comme faisait Bush à l'époque. Et du coup, quand on se bat contre l'axe du mal en le définissant sans dire pourquoi, eh ben ça fait qu'on augmente le fameux mal. Euh, c'est-à-dire que les gens qui sont désignés comme faisant partie de l'axe du mal sont encore de plus en plus en colère et de moins en moins prêts à essayer de discuter avec des gens pareils. Donc il y a une démonétisation du verbe, de la parole, et donc de la pensée, du coup, consciente qui est par là même profondément abîmée. Voilà un tableau dressé. Alors, faut pas vous inquiéter quand je vous fais des tableaux comme ça un peu très critiques. Disons qu'il est très important, si on veut guérir une maladie, d'avoir un diagnostic qui est bon. Et on sait qu'à ce moment, justement, avec ces deepfakes, les diagnostics sont pas bons du tout. Il faut pouvoir avoir une grille de lecture de ce qui se passe, et l'astrologie permet, parce que si la grille de lecture c'est mon opinion, l'autre en a une différente, puis l'autre encore une différente, et je sais qu'il y a des gens qui s'imaginent que je dis des choses par opinion, parce que ça peut ressembler à des opinions, mais ce ne sont pas des opinions, c'est l'agencement ce qu'on pourrait appeler le verbe de Dieu, c'est-à-dire la lecture du symbolisme astrologique qui permet de mettre à jour très rapidement en avance les magouilles qui sont faites sur notre dos. Et donc c'est pas parce que je suis euh, mélanchoniste ou je ne sais quoi que j'ai un sens critique fort, mais c'est parce que l'astrologie permet de lire en fait directement ce qu'il est demandé à l'humanité de faire pour évoluer, et c'est ça que j'essaye de faire avancer comme pion. C'est si je peux trouver d'autres personnes avec qui faire les choses, faire des projets qui sont intéressants, j'ai besoin de les rencontrer, mais je les rencontre pas beaucoup parce que beaucoup de gens énormément de gens sont anesthésiés, ils écoutent des trucs sur YouTube et tout ça, mais ils ne passent pas à l'action. Et d'ailleurs, peut-être tant mieux, parce que quelquefois les actions proposées pour faire du bien, entre guillemets, sont illusoires elles-mêmes, parce qu'elles sont basées sur l'opinion. Donc on peut pas on peut pas se référer comme ça seulement à l'opinion, parce que l'opinion dépend de l'information. Euh, quelle différence qu'il y a entre Fox News, Fox, je vous rappelle, les lettres FOX, ça fait 6, ça fait donc 666. Le chiffre sur la bête, on voit ce que c'est. C'est ce qui donne CNews en France. CNews, c'est un copier-coller de Fox News. Donc l'ésotérisme, en tant que grille de lecture, nous annonçait déjà, attention, la bête, donc le grand danger pour l'humanité, il apparaît comme ça. Et c'est Fox News. Et quelle différence il y a entre CNews et par exemple France Inter? Ah ouais, France Inter, c'est une radio de gens qui sont manipulés, c'est des médias mainstream. Alors la question c'est, sur CNews, il y a des invectives, il y a l'extrême droite, plus Bolloré, plus comment il s'appelle, Pascal Pro, tout ça. Il ne fonctionne que par invective, en coupant la parole, et il n'y a pas de débat. Est-ce qu'il y a des débats ouverts sur France Inter? Oui, un peu plus. Il y en a qui sont pas autorisés. Parler des EHS, c'est pas autorisé. Parler des problèmes avec le Covid, tout ça, c'est pas vraiment autorisé non plus. Il y a des parler des nazis sans prépuce, comme ce qui est arrivé à Guillaume Meurice, ce n'est pas autorisé non plus, on l'a vu. Toute l'équipe d'humoristes s'est retrouvée sur Radio Nova, donc le dimanche à 18h, ne le ratez pas. Et c'est vraiment une très bonne équipe d'humoristes qui était sur France Inter, qui a opéré pendant 4-5 ans avec des critiques très intéressantes de la société quand même. Mais bon, là, ils sont plus libérés quand ils sont sur Radio Nova, parce qu'il y a un milliardaire qui les accueille. C'est assez paradoxal, ça montre bien dans quel monde on est rentré, quoi. Là, on va retrouver des petits îlots de démocratie chez des milliardaires, comment dire, humanistes, qui vont avoir une espèce on appelle ça, de philanthropie, quoi, et en se mettant au service d'humoristes mal considérés, quoi. Bon, est-ce qu'il y a des débats plus ouverts sur France? Bah oui, il y a des débats quand même. Il y a des moyens d'appeler un téléphone pour parler à l'antenne. Bon, après, c'est manipulé aussi par l'idéologie qu'ont les gens, mais c'est quand même pas la même chose, une espèce de truc très orienté dans l'extrême droite, que voilà, on peut pas comparer non plus. Donc la différence aussi, c'est que sur cette radio publique, il y a des vrais reporters, c'est-à-dire qui se reportent à la terre telle qu'elle se vit, c'est-à-dire qui vont faire des enquêtes sur le terrain. Et ça, une enquête sur le terrain, c'est quand même pas la même chose que
que des gens des discours qui s'entrechoquent sans vérification et puis et ou avec du fact-checking basé sur mon opinion meilleure que la tienne. Enfin, tout ça veut dire que il y a quand même un petit différent encore entre la montée, les idées complètement bloquées et bornées de l'extrême droite et un système où il existe le droit à dire ce qu'on veut. Alors, c'est quoi le fascisme? C'est ferme ta gueule, et puis la démocratie, c'est cause toujours. On connaît ce système-là, mais n'empêche que cause toujours, c'est quand même plus intéressant pour celui qui a envie de causer que de se voir bâillonné par un... Alors, à quelles conditions on a une démocratie? C'est ça la question qu'il faut poser. C'est-à-dire qu'en fait, parce que plutôt en verso, ça peut vouloir dire la destruction de toute démocratie, puisque les deux modèles démocratiques que sont les États-Unis et la France peuvent devenir des modèles complètement inversés. Victor Hugo disait « l'éducation coûte trop cher », point d'interrogation. Essayez l'ignorance, point d'exclamation. Et en fait, c'est ce qu'ils font. C'est parce que pourquoi ça leur rapporte à court terme, tout simplement. Donc il y a pas de démocratie possible, c'est ce que voulait dire Victor Hugo, sans information libre et accessible à tous. Donc sans médias qui permettent d'ouvrir les débats, mais aussi, et ça c'est moi qui le rajoute, sans une grille de lecture fiable, commune, qui permettent de pas être dans des critiques d'opinions qu'on se fout à la gueule, avec les partis et tout ça, mais qui permettent de lire la réalité à partir d'une vision plus, comment dire, plus sensée, plus inspirée. Et ça, il y a deux choses qui le permettent. D'un côté, l'astrologie, ce qu'on pourrait appeler l'astrologie universelle de la mutation que j'enseigne, c'est-à-dire une astrologie branchée sur un ésotérisme universel et synthétique, holistique. Et l'autre chose qui permet ça, c'est la spiritualité, c'est-à-dire se référer à des sages qui ont atteint un niveau de conscience et qui, eux, peuvent parler dans une espèce de vision directement juste de ce qui se passe vraiment. Donc, voilà quand j'ai découvert ça après avoir foutu le camp voilà, d'une carrière d'ingénieur, avoir inventé un système qui a servi aux avions bombardiers alors que je voulais que ça serve pour protéger les gens des ondes, donc en 78. Donc après j'ai quitté complètement le domaine de la science en me disant quels sont les deux moyens de permettre que l'humanité ne s'auto-détruise pas complètement, c'est de s'intéresser à l'éducation justement. Et donc je me suis orienté comme ça à cette époque-là parce que j'avais compris la science était dangereuse parce qu'elle se mettait au service d'un néolibéralisme complètement envahissant et destructeur. Donc et au fur et à mesure que j'ai avancé vers qu'est-ce qui est bien d'enseigner, je me suis aperçu que les contenus scientifiques étaient certes intéressants, mais pas suffisants pour libérer les enfants ou les jeunes. Il fallait de la psychologie, la sociologie bien sûr, pour rétablir de l'égalité, des chances entre tous. Donc ça c'est le discours de gauche, on pourrait dire. Mais il fallait aussi de la psychologie, ce qui est moins célèbre à gauche, et pourtant ça devrait l'être. C'est-à-dire essayer de faire que les souffrances qui ont été inscrites dans l'émotionnel des gens puissent être libérées par des méthodes, des pratiques, des thérapies correctes. Et là-dedans, il est apparu un autre stade au fur et à mesure de mes recherches, qu'on pouvait aller très très loin dans les thérapies grâce à l'astrologie qui indique de manière extrêmement étonnamment lucide ce que va être la problématique psychologique de la personne. Donc ça c'est assez étonnant. Alors bon, évidemment on nous dit que, je prends l'exemple de la Convention citoyenne sur le climat, là, c'est-à-dire que là on avait des gens sous l'égide de Cyril Dion en particulier, qui utilisaient le travail aussi du GIEC et tout ça pour essayer de rassembler 150 personnes prises au hasard, quoi, ou plus que ça, je sais plus, 200, et on les informe de tous ces travaux scientifiques divers et variés, on les informe des capacités qu'a notre pays de faire ci ou de pas faire ça, et on leur dit réfléchissez, trouvez des solutions. Ça marche, hein, il y a eu 150 propositions positives, réalisables qui ont été faites. Le problème, c'est que Macron, il n'en voulait pas.
Et oui, ça l'intéressait pas. Il voulait qu'il trouve des solutions, mais après, il voulait pas des solutions qui étaient trouvées. Donc, on voit que l'intelligence collective fonctionne et elle peut s'appliquer à n'importe quelle étude de dossier de la science. On aurait pu faire la même chose, une conférence citoyenne sur le Covid. On aurait pu faire une conférence citoyenne sur le nucléaire. On aurait pu faire une convention citoyenne sur l'éducation, sur les hôpitaux. Actuellement, il y a moyen de faire des conventions citoyennes sur tout, et on peut s'apercevoir que ça serait la vraie démocratie beaucoup plus directe. Donc là, on est, mais ça consiste en première phase, et ce que d'ailleurs Cyril a eu l'intelligence de faire, c'est il faut informer les gens. Et il a pris des gens de toutes catégories socio-professionnelles et tous ils sont aboutis à des consensus, parce que en fait, une fois qu'on a une grille de lecture correcte, donc dans ce cas-là, c'est une grille de lecture scientifique, hein, et si la science est pas corrompue par des espèces de dessous de table, quoi. Bon, Big Pharma, l'agrochimie, tout ça, tous ces systèmes-là, il y a des dessous de table énormes. Les dossiers de comment, enfin tous les faux médicaments, tous les scandales de médicaments, je me rappelle même plus le nom, ce que je voulais dire, mais enfin c'est pas grave. Tous ces scandales de médicaments, vous les connaissez. Bon bah c'est Servier par exemple, voilà, cherchez ça, Servier, les gens de la famille de Sarkozy d'ailleurs. Bon bah, ce sont des gens qui sciemment étaient capables de tuer des gens juste pour récupérer un peu de profit, et ça se fait vraiment très très couramment. Il y a une perte des valeurs qui est énorme dans la société actuelle. Et c'est ça qu'il faut. Donc, si on veut que ces choses-là ne se reproduisent pas, il faut informer les gens. Et pour ça, donc, il y a 5 problèmes urgents qui sont donc c'est là où je voulais en venir. Il y a 5 problèmes urgents qui sont à résoudre, qui peuvent, parce qu'on est en phase de destruction de l'humanité et de la biosphère terrestre. Ça c'est net, hein. Ceux qui disent ah mais non, faut pas dire ça, ça va bien se passer, ça va se refroidir, vous allez voir. Donc là il y a quand même des choses, il faut apprendre à voir les vérités en face et ne plus les faire dépendre de ces émotions, de ces petits refus, de ces petites colères et tout ça. La vérité c'est la vérité. Et quand on voit la réalité d'ailleurs pointe vers la vérité, c'est ça qui est pratique, c'est-à-dire qu'on voit très bien avec ce qui s'est passé à Valence en Espagne, à Mayotte, enfin partout dans le monde actuellement. Il y a des incendies aussi en Californie là, qui sont assez horribles. Donc il y avait eu la même chose en Amazonie, il y avait eu la même chose en Australie. Donc on voit très bien que les climats sont en train de se déséquilibrer. Donc ça c'est l'aspect terre. Il y a les 4 éléments. Il y a 5 problèmes urgents, ça va être les 4 éléments plus les terres. À chaque fois, rappelez-vous, 4 éléments, c'est le mandala. On tourne en partant du bas. Le mandala, c'est un gâteau à 4 parts, si vous voulez. Vous partez en bas à gauche, entre l'ascendant et le fond du ciel, si vous voulez, pour les astronomes. C'est la carte de terre. Entre le fond du ciel descendant, c'est-à-dire en bas à droite, c'est la carte d'eau. En haut, à droite, on continue à tourner dans le sens inverse des aiguilles du monde, c'est la carte d'air entre le descendant et le du ciel, et entre le milieu du ciel et l'ascendant, la dernière carte, celle qui est du coup à gauche et en haut, c'est la carte de feu. Mais il y a un 5e élément qui est au centre, qui est l'éther, qui est, on pourrait dire, la racine des 4 éléments précédents. Donc ça, c'est le mandala de base, celui de ce qu'on appelle la roue de médecine, dans tous les peuples chamaniques, mais aussi chez les Tibétains. Enfin, on trouve cette roue de médecine un peu partout. On l'appelle pas toujours roue de médecine d'ailleurs, elle peut être appelée mandala, elle peut être appelée d'autres noms, mais enfin voilà, la roue de la connaissance, etc. Donc son aspect terre, ça va être les climats, les équilibres biologiques qui sont détruits en profondeur. La terre est détruite, elle est empoisonnée. Du coup, le corps physique est empoisonné aussi, d'où d'une maladie de civilisation, les cancers, le HS aussi, les troubles hypersensibilité, des virus qui apparaissent, qui plus ça se trouve sont potentiellement, possiblement artificiels. Il y a quelques preuves qui montreraient que le dernier virus qui nous a tous concernés là était possiblement échappé d'un labo. Alors pourquoi, comment, ça, je rentre pas là-dedans. Ce qui compte, c'est de savoir, quoi. C'est même plus des choses venant de la nature. On est capable de détruire même les virus pour en reconstruire des nouveaux. On fait pareil avec les OGM, les pollutions diverses, par exemple, les pires, ce sont les OGM, les radiations aussi nucléaires, bien sûr, parce qu'on ne sait pas quoi faire des déchets, donc on les planque un peu partout sans le dire. C'est le meilleur moyen de les planquer. Parce que si on le dit, évidemment, personne ne va être d'accord à avoir des déchets nucléaires chez soi. Mais le pire, c'est les nanotechnologies, les OGM,
NGT, New Genetic Technology, là, qui sont la même chose que les OGM. Hein, si on change le nom encore une fois pour tromper les gens, on voit très bien à quel point, cette destruction de la nature est organisée à partir de l'ignorance là aussi. L'eau, ça va être toutes les maladies psychologiques, les suicides, les dépressions, les divorces, toutes les errances que crée l'Internet, les réseaux sociaux là où qui nous font espérer. Faut lire Infernet de Paco Mtielman, là aussi ce petit bouquin intéressant qui montre à quel point l'Internet peut créer une perte de sens. Il peut modifier le cerveau de ses utilisateurs au point que quelqu'un qui passe trop de temps sur Internet à croire chercher l'information devient partiellement fou, c'est-à-dire habité par un certain type de pensées qui sont plus celles qui permettent de l'évolution de la conscience, qui sont des pensées critiques, agressives, très orgueilleuses souvent. Il y a un sens de, tout le monde devient un grand spécialiste autoproclamé de ceci ou de cela. Tout le monde est en train de critiquer ce qui se passe. Ah oui, tu crois encore ça, toi? Ah là là, tu te rends pas compte que chacun se croit le plus informé du monde parce que l'information n'est cherchée que comme ça. Alors que l'information, quand elle est cherchée avec une grille de lecture et une connaissance structurée, scientifique, évidemment, l'information qui en résulte est bien meilleure et elle est fiable, on peut s'appuyer dessus. Donc, on voit des gens qui s'appuient sur des données complètement fausses qui sont données par l'algorithme et qui s'enfoncent dedans. Donc là, évidemment, ça crée un isolement maximum. J'appelle ça l'isolement des tétines de verre. C'est-à-dire tout le monde est en train de... Tétines de verre, c'est-à-dire avec Proserpine en cancer, c'est une infantilisation des masses qui a lieu. Et donc les tétines de verre, c'est comme des biberons électromagnétiques, quoi. C'est-à-dire chacun en train de scroller, pas avec la langue, mais presque son iPhone, là, ou son je sais pas quoi, son idiophone, et évidemment se retrouve isolé dans des idées qui sont même plus partageables, puisque chacune de vos idées peut faire bulle avec d'autres idées qui lui ressemblent, mais qui peuvent être avec des gens qui sont à 3000 km, et vous avez l'impression que vous trouvez des gens qui sont d'accord avec vous, alors qu'en fait, l'algorithme lui-même vous isole pour vous donner l'impression que ce que vous pensez est bien. Donc ça remonte l'orgueil des personnes qui ont la confirmation par l'Internet que ce qu'elles pensent est vrai et bien, alors qu'elles sont en train de s'enfoncer dans un orgueil, une analyse fausse des faits et un orgueil immense. Comme le fou là qui avait tué 80 personnes là, en Suède, en Finlande, le Finlandais, et qui s'était noyé dans la fachosphère au point de croire que tout le monde était pour tuer les gauchistes, et donc il était allé faire ce que les autres n'osaient pas faire, persuadé que les 70 personnes qui allaient sur le même site que lui et qui disaient ah ouais c'est une bonne idée, il faut faire ça, il faut leur claquer la gueule à ces salauds de gauchistes, c'était ces 70 personnes, c'était le monde entier, c'était la majorité. Donc c'est une espèce de disjonction totale entre la réalité et ce que pense la personne qui s'enferme dans les tétines de verre. L'air, on va remonter plus haut cette fois. Bon, donc là on a vu la grosse dépression, quoi, et le fait que il y a de plus en plus de gamins qui se suicident maintenant. Ils passent leur temps là-dessus, puis après ils en viennent à la mort, quoi, parce que ça ne permet pas de faire apparaître une pensée vitale, vitaliste, basée sur la vie. Comme disait Henri Bergson, la vitalité, quoi, de la pensée. Alors le troisième destruction d'un élément, c'est l'air, hein. C'est-à-dire c'est tout ce qui concerne la pensée. D'un côté, il y a la médiocratie, c'est-à-dire comment les MMS, là, les médias mainstream, alors c'est tous les fils de pub, j'appelle ça les fils et les filles de pub, mais aussi tous les différents scrollers, quoi. Tous ceux qui scrollent, et qui se croient tout d'un coup géniaux parce qu'ils ont scrollé sur un truc qui les a arrêtés. Donc ça, c'est la médiocratie, c'est-à-dire une fabrication des médiocres par les médias. Une médiocrité en fait de la pensée, c'est-à-dire il y a plus de pensée libre, il y a plus de pensée s'originant dans des vrais faits, dans une vraie réflexion, dans une vraie philosophie, dans une vraie spiritualité. Il y a que de la pensée par en puzzle, en amalgame, en copier-coller complètement hasardeux, des patchworks de bouts de pensée piqués à droite à gauche, qui n'ont aucune cohérence entre eux, mais apparemment les gens se rendent pas compte qu'ils sont pas cohérents. Ils voient pas qu'ils se contredisent entre telle opinion et telle autre, au point que ils s'auto-hypnosent avec leur propre discours sans voir qu'ils sont en jeu.
L'autre aspect, c'est l'idiocratie démagogique, quoi, la société du spectacle, quoi, tous les chanteurs débiles, les chanteuses aussi, une espèce de système où il y a un art qui est plus du tout un art qui élève la conscience, quoi, mais une espèce ouais, une poule sur un mur, le picoti picota, une espèce une poule sur un mur, picoti picota, qui picote du pain dur, une espèce de cantion comme ça qu'on apprend en maternelle quand on n'est pas capable de chanter et qu'on peut appeler le rap. Alors bon, il y a des gens qui font du rap, qui font du slam, tout ça, qui ont des très beaux textes. Hein, je parle pas de ça, mais je parle de cette espèce de nivellement par le bas de la musique par certains qui sont complètement qui, à part faire des sons au voicodeur et dire deux, trois conneries, il y a plus rien qui sort, quoi. Il y a une décadence totale ouais, de l'art de chanter ou d'envoyer un message. Il n'y a plus de message. Le message, c'est écoutez, moi, c'est moi qui parle, quoi. C'est assez lamentable. Bon, il y en a, heureusement, il y a des artistes qui surnagent toujours, hein. Mais c'est pas forcément eux qui sont mis en valeur, c'est fou. Enfin, bon, quand j'étais jeune dans les années 70, 80, on avait bien le hit parade français qui mettait en avant, je sais plus quoi, Sheila, Claude François, enfin des conneries comme ça, alors que bon, les jeunes écoutaient Bernard Lavilliers, les Doors, enfin bon, des trucs, souvent des trucs américains, Lou Reed et tout ça. Il y avait une culture populaire très en avance, alors que les médias tiraient vers le bas là aussi. Donc ça c'est pas nouveau, mais ça s'est augmenté terriblement. Parce que même l'internet fait ça aussi, tire vers le bas aussi. Il n'y a plus cette idée d'animateur qui décide de faire connaître des artistes qui ont de la valeur en se mettant finalement comme juge juge voilà, ça c'est bien, je vais essayer de le faire connaître. Il y a plus tellement ça maintenant. C'est emmerdant parce que, alors évidemment, ça crée un intermédiaire qui dit, c'est comme Bernard Pivot avec ses bouquins qui sélectionnait des bouquins, mais n'empêche que ça faisait un débat et ça faisait que les gens la plupart de ce qui s'écrivait qui était de valable était quand même invité, quitte à ce qu'il y ait un débat contradictoire des fois. Mais voilà, il y a plus ces espèces de personnes qui essayent de faire circuler la culture de manière valable. Il y a juste une démagogie, quoi. La société du spectacle dont parlait Guy Debord, c'est-à-dire une espèce du pain et des jeux, quoi, de foire gigantesque pour distraire les gens parce que ils sont tous tellement près de la dépression profonde que faut les distraire. Et puis la troisième caractéristique, hein, médiocratie, idiocratie, ce qui est pas la même chose. L'un c'est les médias, l'autre c'est la société du spectacle. Et puis le scientisme matérialiste, laïcard, la française, simpliste, qui est une espèce de critique perpétuelle de tout au nom d'une vision rationaliste extrêmement étriquée et qui se prend pour de la science alors que c'est pas du tout de la science. Les vrais scientifiques sont pas comme ça. Enfin, maintenant, il y a des scientifiques qui sont comme ça parce que même la science commence à se vendre, elle devient une prostituée au service du capitalisme envahissant. Donc ça mais disons que la vraie science c'est pas ça, quoi. Donc et ces gens-là vont s'opposer à la conscience évolutive spirituelle de manière extrêmement agressive, extrêmement forte. Et ils vont se débrouiller en manipulant les grandes lignes de conscience. Ils vont, en tirant en fait sur les marionnettes que sont les animateurs télé, radio, tout ça, ils vont empêcher systématiquement une espèce de mur de l'ignorance autosatisfaite. Ils vont empêcher en fait qu'apparaissent des discours autres, des manières de voir qui soient déconditionnantes, qui soient hors normes. Voilà, c'est la normose appuyée par la science, comme s'ils avaient une vérité simplement parce qu'ils décrivent les faits. C'est comme si c'est ce qui se passe entre l'astrologie et l'astronomie. Si
si vous décrivez Jupiter comme une boule de gaz, si vous décrivez le pourcentage de chaque gaz, de chaque truc, voilà, là ça va, c'est formidable ce que vous faites, vous êtes un grand homme. Mais si vous commencez à voir qu'en fait le trigone du Soleil au Jupiter, qui est repérable d'ailleurs par les ondes radio, hein, donc c'est de même que le carré est repéré sous forme d'ondes radio complètement différentes. Donc il y a bien une action des planètes qui est complètement prouvée scientifiquement, mais à partir du moment où vous dites ah c'est marrant, pendant cette harmonisation du trigone, eh bien les gens ont tendance à faire des choses plutôt positives et ouvertes, à sourire aux autres, à créer des liens favorables, à faire des entreprises ensemble, à conjuguer leurs efforts pour faire des œuvres collectives, alors que quand il y a le carré, il y a une espèce de tension qui apparaît où chacun veut tirer la couverture à lui et dit non non mais vous m'écoutez pas, écoutez-moi, c'est moi qui ai raison, qui veut tirer tous les autres, et du coup le groupe se dissout dans une espèce de conflit d'orgueil, tout ça. Bon, si on a remarqué ça, ce qui est remarquable simplement en l'observant, je veux dire, c'est pas du tout une invention, c'est pas quelque chose, une vision projetée, c'est vérifiable statistiquement, c'est vérifiable, enfin, etc. Eh bien, là, vous êtes pris pour quelqu'un, pour un allumé, quoi. Et donc, vous êtes pris pour quelqu'un qui, parce que vous faites parler les astres, en fait, vous êtes pris pour quelqu'un qui est éminemment dangereux, puisque vous ne vous contentez pas de décrire des cailloux, vous créez de la vie, vous mettez de la vie dans tout ça, et donc le fait de mettre de la vie dans ce qui est mort est un acte pour les scientistes mortels, quoi. C'est un acte extrêmement répréhensible, voilà, et qu'il faut absolument détruire. Et donc voilà. Donc et le quatrième élément, bah, c'est le feu. Bah là, c'est toutes nos addictions aux énergies en tout genre, fossiles, nucléaires. Par rapport à des besoins de ce que j'appelle de consommation, c'est-à-dire c'est de la consommation mais soumise, quoi. Ces besoins de consommation sont accrus, ils sont forcés partout, ils montent vers chacun se compare et essaye. Ah, t'as été aux Seychelles, ah ben moi je vais aller aux Maldives. Enfin voilà, tout le monde va là où il faut aller parce que et il y a cette comparaison stupide de gens qui se la pètent en étant allés quelque part en avion donc les consommations augmentent. On chauffe à 21 degrés dans les apparts alors qu'à 15 degrés tout le monde peut se sentir bien si on a un pull. Ben voilà, ah ouais mais non mais c'est ringard, on va pas mettre un pull, il vaut mieux avoir l'air riche d'un Américain riche et être avec son petit ordinateur portable sous Wi-Fi dans son lit en train de binger du Netflix mais en t-shirt alors qu'il fait moins 5 dehors. C'est vraiment une espèce de stupidité énorme qui a été intégrée dans le mode de vie et qui fait que maintenant on est normosé, quoi. On est construit comme ça et s'il n'y a pas un effort qui est fait de conscience, ben on est incapable de se changer soi-même. On n'essaye même pas. On dit oh non c'est la faute des autres, c'est la faute des autres. Ben non, il y a pas de chacun est responsable de ce qui se passe et voilà. Alors ça a un potentiel, ces énergies, ces consommations, ces consumitions ont un potentiel destructeur immense. Et c'est favorisé par ceux qui gouvernent, qui sont élus par ces cohortes de consommateurs, de consummis. Et ça crée un système qu'on peut appeler facho-néolibéral mondialisé. Monnaie über alles, comme on pourrait dire, c'est le Trumpisme, qui est la reprise de Deutschland über alles d'Hitler, mais sauf que c'est plus l'Allemagne qui est au-dessus de tout, c'est l'argent. Le Trumpisme, c'est ça. Et ça va être ce système fashion néolibéral mondialisé, ben, il va être doublé d'un système de big data virtuel qui vont contrôler tous les comportements déviants. Donc comme ça se fait déjà en Chine, donc qui est le modèle qui monte, quoi. La Chine, vous rappelez qu'il y a la Lune en Verseau, de même que les États-Unis ont la Lune en Verseau, donc il risque d'y avoir un combat au niveau de ces nouvelles technologies entre ces deux pays, et il risque d'y avoir, quand Pluton va avancer suffisamment dans le Verseau pour toucher ces lunes de pays, ça va donner un écroulement, on va dire, dangereux, quoi. Quelque chose qui va faire que la psyché même du pays va être atteinte, quoi. Donc, ce que je viens de décrire dans l'eau, quoi, c'est-à-dire des pressions, des suicides en masse, etc.
C'est déjà commencé. Donc, et les terres, c'est quoi? Alors les terres, c'est tout ce qui va être les pollutions cachées, qui sont, alors surtout les ondes électromagnétiques, qui sont presque jamais comptées dans les médias comme les ondes des pollutions dangereuses, alors que si ça se trouve, il y a de grandes chances que ce soit elles qui détruisent peu à peu tous les systèmes de constitutifs du vivant, puisqu'on sait enfin on ne sait pas, on ne veut pas savoir qu'il y a des trames originelles énergétiques dans le vivant. Il y a effectivement des cellules, des nourritures, des liquides chimiques qui passent et qui se transforment et qui créent la vie biologique du corps, mais il y a aussi ce que les hindous appellent les chakras et nadis du corps humain et de la Terre aussi. D'ailleurs, sur la Terre, il y a des chakras et des nadis aussi, qui sont des espèces de courants d'énergie qui circulent à la surface. Et ça, c'est complètement ignoré par la pseudo-science actuelle, puisque scientifiquement, c'est étudié. Euh, Moi, j'ai un appareil qui permet de mesurer les méridiens d'astrologie, les méridiens d'acupuncture, pardon. Et donc, quand on le pose sur un méridien qui est malade, il y a l'apparition d'un courant très net, qui n'est pas celui qui circule dans le nerf. Ça n'a rien à voir avec les nerfs, c'est des courants, des petits fleuves d'énergie que les acupuncteurs savent repérer et où ils posent leurs aiguilles, et ça marche. Pourquoi? Parce que ce sont des vrais courants d'énergie. Évidemment, si on refuse d'étudier ce qui existe, il n'est pas étonnant qu'on ne découvre rien à ce sujet, hein, mais c'est déjà découvert, hein, le fait que cet appareil se vend presque dans toutes les familles chinoises montre qu'ils ont un temps d'avance sur nous à ce niveau-là. Parce qu'ils sont en train de récupérer, malgré leur parti communiste complètement facho, ils sont en train de récupérer les anciennes connaissances du taoïsme pour soigner autrement, justement. Donc, on pourrait dire le vivant, ce sont des cellules, donc de la biophysique, si vous voulez, des énergies, c'est-à-dire des courants d'énergie, comme les méridiens, et des informations, c'est-à-dire des espèces de, justement, les ondes électromagnétiques sont des informations. Donc c'est ça les vivants. Tant qu'on essaye de guérir toutes les maladies sans tenir compte de cette trinité du vivant, on risque de plus rien guérir du tout, parce que tout ce qui va être purement cellulaire ou chimique, on va être capable d'en donner un contre-poison à quelqu'un si on identifie un poison, par exemple, on va être capable de le faire. Mais dès que c'est électromagnétique, c'est énergétique, ou c'est de l'information, alors il n'y a plus personne, quoi. Donc, les maladies, ce qu'on appelle auto-immunes, par exemple, ou les cancers qui sont tous en augmentation, c'est ça. Ça va être, c'est quelque chose qui vient qu'on n'a pas compris, que c'est de l'information qui est mal gérée par le corps et qui crée des tumeurs, d'autres des corps étrangers. Et ça, tant qu'il n'y a pas cette vision globale de ces maladies-là, on se retrouve dans une médecine qui devient de moins en moins efficace, hein. On est à 45% de guérison des cancers, à condition qu'ils soient pris très tôt. On était, il y a 70 ans de ça, on était à 52%. Donc on a progressé de 3-4% seulement. Et encore, c'est en train de reculer maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, faut lire le bouquin du Dr Schwartz, Les clés du cancer, qui montre qu'en fait, on est en pleine régression à ce niveau-là, et on s'enferme complètement dans des fausses données, parce qu'on n'a pas vu que la plupart des gens qui guérissent du cancer utilisent des méthodes parallèles sans lire leur médecin, sinon ils seront engueulés. Donc, et c'est celle-là qui marche le mieux. Donc c'est rigolo. Les charlatans sont ceux qui sont plus les blouses blanches que les gens qui proposent des méthodes sur Internet, soit parce qu'ils les ont essayé eux-mêmes et qu'ils en sont guéris. Donc il y a une apparition face à une médecine corrompue par la Big Pharma et l'industrie de vente de médicaments. Les gens non corrompus finalement arrivent à de meilleurs résultats, mais c'est pas de la science, hein, c'est vraiment dommage. Il faudrait qu'en fait que la science s'applique à ces connaissances parallèles. C'est ce qu'essaye de faire le docteur Schwartz en essayant de donner des pistes. Voilà. Il y a aussi la santé interdite du docteur Calcaire qui est très intéressante aussi. C'est des livres qui sont vraiment à connaître, quoi. Bon, il y a les OGM, il y a les PFAS, les NGT, l'ARN messager, les nanotechnologies, tout ça c'est des tas de choses modernes qui ont été inventées et qui sont en réalité des pollutions, quelquefois pas sur le plan biologique, mais sur le plan énergétique parfois. Et à ce moment-là, on prétend ne pas le savoir, évidemment. Les maladies auto-immunes, les maladies de naissance aussi se multiplient, quoi. De plus en plus, on a des cas
d'autisme, de gens qui ont d'enfants on ne sait pas, ah oui, c'est pas de chance, ça vient de là. Hein. Et c'est pas que la chimie. J'insiste là-dessus, c'est pas, on a tendance à interpréter, ah oui, avec toutes les saloperies qu'ils mettent. Oui, bien sûr, mais ça arrive à des gens qui mangent bio. Moi, j'ai eu le HS, je mange bio. Et c'est beaucoup plus général. Il faut arriver à déterminer quelle est la cause et c'est pas toujours évident. Alors, qu'est-ce qui se passe quand justement ces maladies apparaissent qui dérèglent profondément le système énergétique? On a la capacité même du cerveau lui-même à héberger la conscience au-delà du fonctionnement habituel de la pensée, du mental. Cette faculté du cerveau à on pourrait dire lire comme un lecteur de CD va lire le CD, à lire la conscience. Cette faculté est amoindrie, elle est voire annihilée. C'est par ces produits différents, ces produits chimiques, les résultats de la technoscience envahissante. Donc il y a une perte du sens. Si le cerveau peut plus héberger la conscience, il va héberger que des pensées et donc issues de conditionnement. Donc de normaux, de conditionnement, et d'infos glanées sur Internet. Donc il y a une perte du sens, il y a une perte du voir, c'est-à-dire l'intuition, la capacité de voir. Qu'en est-il directement d'une situation en passant par une espèce d'instinct direct du regard, comme l'animal qui sent quand il y a un tremblement de terre qui s'enfuit, voilà, ça disparaît aussi. Et du coup, il y a une perte de la trinité, de la vraie santé, du véritable amour et de la vérité. C'est-à-dire que c'est la trinité santé énergie, quoi. D'un côté amour, c'est-à-dire authentique sexualité avec amour, quoi, pas bisouillage, et vérité, c'est-à-dire non pas la tête bourrée d'infos qui n'ont pas de sens. Donc la vérité, c'est la spiritualité authentique. Hein. Par exemple, les yogis, les méditants qui peuvent accéder à ça par la méditation. Donc tout ça est perdu. Donc on voit que dans cet état des choses, si on regarde bien, l'IA, l'idiocratie artificielle, là, qui prétend nous aider à mieux synthétiser toutes les infos pour résoudre les crises, sachant que les crises sont inévitables, on va nous dire il y a des crises successives, mais on les résout à chaque fois, ce qui n'est pas vrai. Il y a pas des crises successives, il y a une immense crise civilisationnelle qui nous amène à une époque apocalyptique, on le voit bien. Donc c'est pas des crises du PIB comme on nous fait croire, ou des crises du chômage, ou des crises de la retraite à 60 ans, ou de gouvernement. Ça, c'est des épiphénomènes, parce que le phénomène central, c'est qu'il y a un écroulement profond des systèmes installés. Et c'est sûrement tant mieux si on comprend bien que ces systèmes sont profondément corrompus et corrupteurs même de notre santé, de notre vie. Donc cette intelligence artificielle, elle va aggraver en réalité chacun de ces 5 problèmes que je viens d'écrire, terre, eau, air, feu et pied, terre. C'est pas les éléments qui sont un problème, c'est la manière dont ils sont pollués et détournés. Chacun de ces 5 problèmes, et ça va par là même ralentir l'avènement mondial d'un nouveau paradigme qui est celui de l'ère du Verseau, qui doit être clairement ce nouveau paradigme dissocié des collectivismes, hein, c'est-à-dire le capitalisme, les communismes, les fascismes, tous ces ismes qui montent, tous. Enfin, les communistes, ça se voit pas, mais je rappelle que les Chinois, les Coréens, là, les Nord-Coréens qui sont en train de faire la guerre avec Poutine aussi, tout ça, c'est des soi-disant communistes. Hein. Les fascismes, bon, c'est Poutine aussi, mais il y a plein de, il y avait Xavier Milei là en Argentine, tout ça. Ben voilà, les fascistes qui s'appellent libertariens, c'est un peu la même chose, sont en train de monter partout. Et le capitalisme, je fais pas de dessin, c'est vraiment, on est dans un écrasement de toute vie sociale, humaine, ça, par le capitalisme, qui est financiarisé à fond. Donc qui ne nourrit que les très riches et plus les gens. Donc ce nouveau paradigme doit être clairement dissocié des collectivismes, parce que ces collectivismes servent des intérêts financiers, mais ne servent pas les gens. On nous fait vivre dans un supermarché au lieu de nous faire vivre dans la vie, dans la vraie vie. Et ça va dissocier aussi du système financier mondial. Les ultra riches, les banques, les lobbies, toutes ces corruptions mafieuses entre États et lobbies, puisque maintenant les États suivent les lobbies, sont
sont manipulés par les lobbies, hein, ça se voit dans l'Union européenne, ça se voit dans les dernières COP, il y a plus de lobbyistes qui sont là que d'écolos pour essayer de résoudre le problème. Et évidemment, quand vous avez 3, 4, 5 fois plus de lobbyistes que de gens informés et techniciens dans les solutions, bah c'est pas les solutions qui passent, c'est le problème qui reste. Et, et par contre, ce nouveau paradigme de l'ère du Verseau, il faut qu'il soit rattaché volontairement, du coup, pour éviter tout ça, ces systèmes collectivistes ou financiers, il faut qu'ils soient rattachés à la responsabilité écologique et éducative de chaque individu et de chaque collectivité. C'est-à-dire que c'est au niveau individuel et collectif, c'est en même temps. Ça, souvent, les gens me reprochent quand je fais de l'astrologie, ils disent ah oui, mais tu parles au niveau collectif, tu parles pas de l'individu. Mais c'est la même chose, c'est ça que les gens comprennent pas. Ils se croient séparés. En fait, quand on analyse astrologiquement l'ambiance pour les collectivités, c'est la même chose pour les individus, de même que quand on analyse pour les individus, c'est la même chose pour les collectivités. C'est-à-dire que les collectivités, qu'elles soient locales, familiales, quoi, ou nationales ou internationales, quel que soit le niveau de nombre de gens qui constituent ce collectif, même si c'est une personne, donc ça s'appelle individu, eh bien, les mêmes aspects astrologiques s'appliquent et les mêmes nécessités. Donc là, il faut qu'il y ait une responsabilité écologique et éducative qui s'applique à tout ça pour que l'ère du Verseau apparaisse. L'ère du Verseau qui est déjà apparue d'un point de vue de la simple date. Hein. Je rappelle que moi, je la situe comme démarrant en 67. Et donc l'ère des poissons a commencé presque en 200 avant Jésus-Christ, quoi. Et c'était une ère donc jusqu'à donc il y a pas très longtemps, jusqu'à il y a une soixantaine d'années. Donc il y avait pendant le XXIe siècle, les dominantes c'était Jupiter-Neptune, le poisson, Vénus en exaltation, donc en eau. Et comme c'est un axe pour la personnalité, la manière de ça se manifester, c'était la Terre, c'est la Vierge. Donc, du côté haut, on avait les religions qui ont monté, les nations, tous les grands systèmes, les nasses comme les pêcheurs qui rassemblent des poissons dans un filet. Il y avait tout ça était l'amour christique révolutionnaire, quoi, ou l'Église romaine colonisatrice, puisque c'était deux aspects qui étaient en lutte l'un avec l'autre. C'était les deux poissons, l'un plutôt l'Église romaine colonisatrice plutôt l'aigle de la domination, quoi, et de l'autre côté la colombe de la paix qui a animé beaucoup de groupes de révolte, tout ça. L'amour christique a vraiment été à la base ne serait-ce que le slogan liberté, égalité, fraternité vient de cette idée christique, mais en dehors de cette église romaine corrompue elle aussi. De toute façon, si tu mets église romaine, que tu fais l'union du christianisme avec le système de l'Empire romain, ça peut pas donner quelque chose. Jésus avait dit laissez à César ce qui est à César, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ne confondez pas les processus spirituels avec des processus politiques. Séparez les biens de manière à pouvoir avancer au niveau spirituel et après le politique ira mieux. Mais si on fait comme l'Église de s'acoquiner avec l'empereur et toutes ces corruptions, et de supprimer certains évangiles pour ne pas déranger le maître, ben on est en train de changer de maître. On a jeté le Christ par la fenêtre et on a fait rentrer par la grande porte la grande porte de l'Église, le roi, l'empereur, tout ça qu'on va couronner comme ça s'est fait dans toutes les grandes cathédrales. Le couronnement des rois, des empereurs, Napoléon qui met lui-même, pour pousser le bouchon encore plus loin, qui met lui-même la couronne sur sa tête, parce que l'évêque hésitaient à le faire ou tardaient un peu trop à le faire. Allez hop, c'est moi qui me couronne moi-même, ça montre voilà que cette ère des poissons était en train de se terminer. On commençait à ne plus respecter justement le côté union sacrée autour de la religion. Et puis de l'autre côté, ça a fait monter avec Mercure, Cérès, la Terre, quoi, Vulcain aussi, les planètes de la Terre. Ça a fait monter la science, ça a fait monter les écrits, l'écriture beaucoup. Ça a fait monter les normes aussi, les normes collectives. Et puis on a vu apparaître aussi la religion de l'islam qui est très très vierge, qui est très liée aussi de la Vierge. On essaye de mettre ensemble les comportements et les lois spirituelles. Donc ça c'était l'ère qui vient de se passer, qui est une ère mutable où en fait il y avait beaucoup de changements qui ont eu lieu et de mouvements de peuple et tout ça. Et là on rentre dans une ère fixe, air et feu. Donc air, c'est Saturne-Uranus, les planètes du Verseau, mais aussi Neptune en exaltation.
Donc un danger il y a une montée spirituelle possible. Bon, je vais d'abord parler de Saturne-Uranus. Donc c'est les technosciences qui montent, la robotisation, l'intelligence artificielle, tout ce que j'ai, voilà, les magafiches, les GAFAM, tout ça. Mais de l'autre côté aussi, avec le Neptune exaltation, c'est l'apparition de la conscience non duelle. Et la fraternité qui peut permettre des fraternités qui peuvent permettre de résoudre le problème de solitude. Donc ça, c'est très important de voir que l'ère du Verseau, c'est aussi ça. Les groupes fraternels peuvent être une solution à la grande solitude qui apparaît à cause justement de l'ère du Verseau, à cause de l'individualisme à la place de l'individuation. Alors que ce qui est voulu par la conscience supérieure, par le verbe divin, si on veut, à travers Saturne-Uranus, c'est l'individuation dont parlait Carl Gustav Jung. C'est-à-dire un mouvement du moi vers l'âme, et non pas, comme le font la plupart des gens maintenant, un mouvement du moi vers l'ego, c'est-à-dire un rapetissement de la conscience par le mensonge, par l'orgueil, enfin voilà, par des processus que le mensonge et l'orgueil étant des processus qui rapetissent complètement l'âme, qui la détruisent même petit à petit, et qui font qu'on rate sa vie sur Terre, hein, comme beaucoup de gens actuellement. Alors, si ça c'est pour l'âme, pour la personnalité en face, c'est-à-dire comment ça va se manifester, c'est le signe du lion. Donc là, c'est le soleil qui est en domicile, Apollon aussi, la fameuse planète que j'ai découvert et qui est très intéressante à étudier avec Bacchus, et c'est du feu. Donc c'est ça qui donne l'individualisme égocentrique, si on prend du point de vue de l'ego, ou l'individuation avec l'âme, qui peut monter. Donc plus il y a individualisme, plus il peut y avoir dépression et crise, et plus ces crises ont lieu, peuvent faire apparaître qu'en fait derrière ces crises, c'est la conscience. Quelquefois, c'est ce que je dis souvent, il faut s'ouvrir ou souffrir, quoi. C'est la seule solution sur Terre. Donc, si on ne s'ouvre pas à l'âme, parce qu'on se dit ouais c'est des conneries tout ça, la spiritualité ça m'intéresse pas, c'est la souffrance qui va venir nous ouvrir, quoi. C'est-à-dire que c'est très très bien fait, mais c'est pas agréable comme on pourrait le croire. C'est-à-dire il va y avoir des événements, parce que Pluton est en exaltation dans le lion. Donc Pluton est en exaltation dans le lion, on voit très bien que Neptune et Pluton sont les deux planètes qui sont en exaltation dans l'axe ou en chute, et donc c'est des planètes qui sont assez lointaines et qui vont, alors que sur l'axe Poisson Vierge, c'était Mercure et Jupiter, et donc Cérès, Mercure et Jupiter, Neptune, donc c'était des choses plus mentales, quoi, qui étaient en train d'avoir lieu. Là, c'est presque vital, quoi. Il y a quelque chose qui fait que l'énergie va devoir s'orienter vraiment clairement vers la spiritualité. Une spiritualité non plus mentale, c'est pas des bouquins ou des choses à lire, mais ça va être des pratiques, ça va être des choses à faire. Et mais ça peut être aussi, avec Pluton en exaltation, les stars, les Rolling Stones, tout ça, Mick Jagger avec toutes les planètes autour de Pluton Lion, ou les tyrans aussi, tous les tyrans, les influenceurs aussi, qui ils parlent leur vision, ils vont par amour du pouvoir, ils vont faire monter en fait certains tyrans aussi d'ailleurs. Il y a une double tyrannie. Les tyrans s'acoquinent avec les influenceurs. Les influenceurs, voilà, se font un nom grâce au fait que le tyran est venu les voir. On a vu ça avec Macron qui aime bien, qui était chez machin Carlito, là, je sais plus quoi. Enfin, bref. Donc on peut voir que les dernières phases qui ont eu lieu les micro-ères et peuvent contenir l'idée du plan d'ensemble, parce que l'astrologie a pour but de nous montrer le plan d'ensemble de ce qui est en train de se passer. Donc, si vous regardez l'ère Verseau, c'était à partir de 1610, en gros, les sciences et les lumières, les droits de l'homme et de la terre, et de la femme, plutôt, pas de la terre, mais bon, la terre c'est venu après, et les droits de l'homme et de la femme aussi, ça a commencé à cette époque-là, aux lames de gauche, tout ça, mais il n'y a pas qu'elle, hein, il y a eu beaucoup de... Ça a commencé, bien que c'était un peu étouffé par le paternalisme ambiant, Molière l'avait assez bien dénoncé des fois. Mais bon, il a fallu quand même du temps à ce que les femmes trouvent des droits. Mais ça commence à apparaître à ce moment-là, donc entre 1610 et 1788. Donc ça pose la question, quelles sont les nouvelles lumières, puisque c'est l'ère des lumières, mais re-spiritualisées, puisque
On a cru que c'était que la science à l'époque. Là, on voit très bien que maintenant la science, elle est agressive et négative. Il faut retrouver une vraie science qui soit respiritualisée. Donc voilà. Et les enfants du Verseau, Marine Ferguson, c'est le bouquin des enfants du Verseau. C'est très nuage, mais c'est bien inspiré, quoi. Ça montre quelles sont les nouvelles valeurs qui sont apparues très violemment pendant les années 60, parce que c'était tout le début de l'ère du Verseau. Ça a atterri sur la tête des gens qui étaient en grande partie défoncés avec le LSD ou des choses comme ça, ou de l'herbe. Et donc, ils se sont ouverts le crâne à coups de hache, comme on dit. Coup de hache, oui. Et donc, il est rentré dans ce crâne ouvert des tas de concepts qui étaient fraternels, mais qui étaient très très décollés de la réalité concrète, puisque dans ce temps-là c'était la guerre du Vietnam, c'était tout ça, c'était très très lourd. Donc, néanmoins, il y a eu une ouverture aux spiritualités orientales, il y a eu une ouverture à des thérapies nouvelles qui ont été inventées par des gens. Il y a eu Jung et tout ça qui ont créé tout un mouvement de thérapie qui pouvait se baser sur l'existence de l'âme également, la redécouverte de l'existence de l'âme alors qu'elle avait été volée, on pourrait dire, par les religions et transformée en un concept un peu lourd, quoi. On peut lire à ce sujet l'Ultime Convergence de Jocelyn Morisson, je le conseille souvent, mais si vous l'avez pas lu, c'est encore temps de le lire. Mais aussi, voilà, il y a l'écologie profonde aussi, qui est quelque chose qui a été redécouvert. Pablo Servigne, Camille Etienne, Philippe Descola, c'est intéressant pour ça. Je voulais